Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca, version pandémie mondiale. Et oui, ici Magali Lagumalté au micro et Elliot Boulat à la régie. Salut Elliot. Salut Magali. Cette semaine, je reçois des invités aux sujets les plus passionnants les uns que les autres. On va parler par exemple de projets de colonisation aux conséquences néfastes, de décolonisation à travers les arts et mais aussi de lutte écologiste menée par des cyclistes montréalais. Donc une vaste brochette de sujets pour aujourd'hui. Mais tout d'abord, je me tourne vers Clément Broche qui nous emporte à Dakar, capitale du Sénégal, en avril 1966 pour un grand festival. Bonjour Magali. Bonjour. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler du Festival international des arts noirs de Dakar 66. Mais juste avant de commencer ma chronique, je voudrais passer un petit message personnel pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon fils Tom, qui a 5 ans aujourd'hui. Donc, aujourd'hui... Oui, excusez-nous, on a eu un petit... Excusez-nous. un petit bug de caméra. Donc aujourd'hui, c'est ça, je viens vous parler de ce premier grand festival africain et panafricain qui s'est déroulé à Dakar du 1er au 24 avril 1966 et qui s'intitulait donc le premier festival mondial des arts noirs. Et donc avec le retour sur cet événement, moi ce que je vous propose, c'est la première chronique d'une série de 4 dans lesquels on va revenir sur les grands festivals qui ont marqué l'histoire culturelle de l'Afrique, à savoir donc le festival de Dakar en 66, mais aussi donc l'objet de ma prochaine chronique sera celui d'Alger en 1969. Nous aurons Zaïre 74 et pour finir Lagos 1977. Dans cette série de chroniques, on s'intéressera bien évidemment au festival en tant que tel, mais on reviendra également donc sur leur dimension historique à travers des grandes questions, qu'elles soient d'ordre politique ou culturel, qui y ont été liées. C'est génial. Ben, ça conclut en beauté notre mois de l'histoire des Noirs. Et puis, écoute, on continuera sur ces thématiques-là dans les mois suivants à travers mes chroniques pour les auditeurs que ça intéresse. Donc, tout d'abord, pour comprendre d'où émerge ce premier festival mondial des arts noirs, il va être important dans un premier temps pour nous de le contextualiser. Et pour ça, il va nous falloir revenir en 1947 avec la création d'une revue scientifique qui s'intitule Présence africaine et qui est donc créée à l'initiative d'un intellectuel sénégalais, Alioune Diop. Et donc, fort du succès de sa revue, Diop va organiser en 1956 à Paris le premier congrès des artistes et des écrivains noirs, auquel participent donc de grands intellectuels. On va avoir notamment Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, le célèbre historien sénégalais, Frantz Fanon ou encore James Baldwin. Et à ce moment-là, est-ce que le Sénégal est en processus de décolonisation ou ça va venir un peu plus tard? Ça vient un peu plus tard. On note également la présence à ce premier congrès des artistes et écrivains noirs. On note également la présence d'autres personnalités non noires, elles, mais tout aussi célèbres, avec Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso ou l'anthropologue Claude Lévi-Strauss qui était présent également. Wow, donc des grands noms réunis à la même table. Tout à fait. Et puis on trouve beaucoup de documentation également sur ce congrès de Paris à 1956, si ça intéresse des auditeurs. Et donc, suite à ce premier congrès de 56, va y en avoir un autre qui va se dérouler en 1959, ce coup-ci à Rome. Et c'est durant ce deuxième congrès donc des artistes et écrivains noirs qu'on va prendre la décision d'organiser un grand festival sur le continent africain qui aura pour vocation donc d'embrasser l'ensemble de la production artistique noire de la planète. Et donc le Sénégal, tu me demandais tout à l'heure en 1956 s'il était en processus d'indépendance. Le Sénégal acquiert son indépendance en 1958. Donc là, nous sommes à Rome en 1959. Donc le Sénégal est tout récemment indépendant. Et il a à sa tête le président, écrivain, poète et intellectuel Léopold Sédar Senghor. Et donc c'est Senghor qui va prendre l'initiative et la responsabilité d'organiser ce fameux festival sur lequel on s'est entendu pour qu'il se déroule dans les prochaines années. Et donc au départ, ce festival doit avoir lieu en 1961, puis après finalement repoussé une première fois en 1963, il va pas pouvoir se tenir encore une fois. Ok. Et donc il va finalement se dérouler, je vous l'ai dit en début de chronique, du 1er au 24 avril 1966. Et ces reports-là, c'est dû à des problèmes financiers, on sait pas trop? On sait pas trop. Je pense que c'est plus à des questions d'entente entre l'ensemble des pays participants. On va le voir également, on a eu des grandes expositions organisées durant le festival, puis ça a été très compliqué puisque c'est des objets qui venaient de collections des 4 coins du monde. C'est ce qui va m'amener à vous parler donc du contenu de ces 3 semaines. Donc c'est 2500 artistes issus de 30 délégations
différentes donc qui vont converger vers Dakar pour célébrer la culture noire. Wow. Une grande partie du continent, donc bien évidemment, est représentée, mais donc le festival a une vocation plus large, panafricaniste, et va recevoir également donc le monde caribéen à travers des délégations d'Haïti ou de Trinidad et Tobago. Et on va retrouver également d'autres pays. On peut citer le Brésil, la France, le Royaume-Uni ou bien évidemment les États-Unis qui vont être présents. Et je dirais que le représentant le plus emblématique de la délégation américaine, c'est Duke Ellington. Ah, wow. Et comme nous sommes là dans le cadre d'une chronique qui traite d'histoire culturelle, moi j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour écouter un petit extrait de la performance de la prestation de Duke Ellington. Nous sommes donc à Dakar le 9 avril 1966. Elliot, je t'en prie. C'est parti, Duke Ellington. Donc, nous venons d'écouter un extrait de Duke Ellington, sa performance live au Festival de Dakar 1966. Et quelques jours avant ce concert, donc le 1er avril pour l'inauguration du festival, on a le président sénégalais, donc Léopold Sédar Senghor, qui va prononcer un grand discours d'inauguration. Il sera suivi par André Malraux, qui va également prononcer un grand discours. Alors on peut s'interroger sur la présence de Malraux dans le cadre du festival et puis dans le contexte de cette volonté panafricaniste qui est affichée, mais en fait Malraux à l'époque est ministre de la Culture, ministre français de la Culture, et en fait il a joué un rôle actif puis il a œuvré à la tenue du festival. Ah, ok. On va voir un petit peu plus loin dans la chronique que ça va malgré tout être l'objet de certaines critiques qui vont être émises à l'encontre des organisateurs. C'est ça, je peux imaginer comme la France, c'est le pays colonisateur, on comprend qu'il a peut-être aidé, mais ça reste litigieux. Donc là, nous étions le 1er avril. Quelques jours plus tard, le 6 avril, en parallèle des festivités, on va avoir un grand colloque scientifique et interdisciplinaire qui va s'ouvrir avec pour thème, donc je cite, « Fonction et signification de l'art noir dans la vie du peuple et pour le peuple ». C'est le célèbre poète et écrivain Aimé Césaire qui va prononcer le discours d'inauguration du congrès. Et puis, pour les auditeurs qui seraient intéressés, on retrouve en fait les actes du colloque qui sont disponibles sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Donc, si vous voulez aller lire les résultats de ce colloque. Donc, c'est autant une réunion d'artistes qu'une réunion intellectuelle. Tout à fait. Et on le verra lors de nos 4 chroniques. Dans chacun de ces grands festivals qui s'est déroulé en Afrique, se sont déroulés des colloques et des congrès scientifiques en parallèle des événements plus festifs. Donc, concernant le contenu et le déroulement de Dakar 66, pendant plus de 3 semaines, les festivaliers ils vont pouvoir assister à des représentations de pièces de théâtre, des spectacles de danse, des concerts, on l'a vu avec Duke Ellington, ou encore à des projections de films. On va avoir 2 grandes expositions qui vont être également présentées, dont l'une consacrée à l'art traditionnel va constituer le point d'orgue du festival. Et on aura quelques 600 pièces présentées au public et issues de près de 50 institutions différentes. Donc quand on parlait tout à l'heure des reports, je pense que cette exposition a été très compliquée à monter. Et puis il y a eu une certaine polémique aussi également autour de la restitution des œuvres, puisqu'il y a des objets qui provenaient de collections issues de pays occidentaux et puis qui avaient été pillés finalement, parce que c'est quand tu as parlé d'œuvres qui viennent des 4 coins du monde, c'est finalement des œuvres africaines qui ont été disons emportées, pour dire un bon mot. Tout à fait, et on verra que dans les festivals suivants, ça va être justement le théâtre de restitution d'une partie de ces œuvres dans le cadre des festivals qui vont suivre. Bon, tant mieux. Donc en résumé, avec un siècle de colonisation, Dakar 66, il s'agit un petit peu de redonner à l'art noir la place qui lui revient et de mettre en avant l'importance de sa contribution à l'histoire de l'humanité. Et sur cet aspect, on peut dire que le festival est une véritable réussite puisqu'il va s'imposer vraiment comme l'un des grands événements culturels dans cette Afrique tout récemment décolonisée des années 1960.
Et on a vu qu'il y aura quelques réitérations, mais pas nécessairement à Dakar, dans d'autres villes par la suite de ce festival. Dans d'autres villes, et la 4e chronique que je vous présenterai, à savoir Lagos 77, est la 2e édition du Festival mondial des arts noirs, dont Dakar représente la première édition. Donc là, on vient de traiter plus directement tout ce qui avait attrait au festival et à son déroulement. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à une toute autre dimension de l'événement et à une lutte en fait qui s'est déroulée en coulisses avec comme protagonistes les deux superpuissances que sont les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique de l'autre, puisque le festival se déroule en 1966 et que nous sommes en pleine guerre froide. Donc Russes et Américains sont tous deux présents à Dakar. Et ils vont se livrer une véritable guerre d'images, se répondant l'un l'autre par propagande interposée. Donc les Américains, donc les Américains, tout d'abord, ils sont présents de façon officielle à travers leur délégation. Et ils souhaitent montrer aux Africains, en fait, que les États-Unis ne sont pas un pays raciste. Mais ce qui est très intéressant, c'est que au même moment, aux États-Unis, on assiste à une véritable radicalisation de la lutte pour les droits civiques. Et c'est en fait cette même année 1966 qu'on a Stokely Carmichael qui va aux États-Unis formuler le concept de Black Power. C'est également cette même année 66 que le Black Panther Party est créé. Et puis si vous êtes des fidèles auditeurs de l'émission et que vous avez écouté ma précédente chronique dans laquelle justement je parlais des Black Panthers, en fait, pour revenir là-dessus, les Black Panthers se définissent comme une population colonisée de l'intérieur. Et de ce fait, ils s'identifient, ils s'associent aux luttes de libération africaines. Donc on voit là qu'il y a un véritable... C'est drôle parce que je ris à cause des États-Unis qui se prétendent un pays non raciste, mais pourquoi y aurait-il autant de lutte contre le racisme à l'intérieur des États-Unis, hein? C'est tout l'objet là c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte cet aspect propagande de cette délégation. Et on comprend donc cet enjeu des États-Unis sur cette question de l'image qu'ils souhaitent renvoyer aux yeux du reste du monde. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les membres de la délégation présents à Dakar, ils vont tous être minutieusement choisis. Ah, voilà. Et on va volontairement donc écarter tous les artistes ou intellectuels trop engagés. Donc on va chercher à lisser les membres de la délégation. Ça. Donc on envoie une délégation d'artistes noirs, mais qui sont pas ceux qui nécessairement feront un Black Panther salute. Exactement. C'est voilà. Exactement. Et puis les sources ont révélé par la suite que la sélection de la délégation a même été chapeautée en coulisses par la CIA. Donc c'est dire à quel point là on touche à un sujet éminemment politique. Et donc dans cette perspective, il faut bien comprendre la présence américaine à Dakar comme la manifestation d'une forme de soft power culturelle. Et j'invite d'ailleurs à ce sujet les auditeurs qui seraient intéressés à se tourner vers la chronique de ma collègue Chloé il y a 3 semaines sur la diplomatie du jazz aux États-Unis, mais aussi sur les travaux de 2 historiennes qui sont Lisa Davenport et Penny Von Eschen, et qui sont celles qui ont formulé cette idée de jazz diplomatie, et qui en fait à travers leurs recherches respectives montrent comment le jazz a été utilisé à de nombreuses reprises par les États-Unis dans le cadre justement de cette diplomatie culturelle. Et pour retrouver les vieux épisodes, ils sont disponibles sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées et aussi sur notre chaîne YouTube. Les Américains vont également tourner un documentaire pendant le festival qui va être diffusé à partir de 1968 dans les ambassades en Afrique, toujours dans le but de faire la promotion du modèle américain et où on va y véhiculer l'image d'une Amérique idéale où le racisme n'existe pas et n'a pas sa place. Donc on comprend bien qu'on a affaire là à un véritable objet de propagande. Et j'imagine que c'est pour contrer la tentation que certains pays africains pourraient avoir de se joindre aux soviétiques. Eh bien écoute, justement Magali, c'est très intéressant puisqu'on en arrive à nos soviétiques qui, eux de leur côté, ne sont pas en reste non plus puisque ils ne sont pas présents officiellement par le biais d'une délégation à Dakar, mais ils vont se rendre au festival à bord d'un paquebot, le Rosia, qui a été affrété par les autorités russes. À son bord, on a 700 passagers qui viennent assister au festival. On a également des scientifiques, des africanistes en fait, soviétiques qui, eux, viennent prendre part au colloque. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que vont faire les Russes de ce fameux Rosia pendant le festival. Ils vont le mettre à disposition des organisateurs. Donc il y a des soirées qui vont se dérouler à bord du paquebot. Waouh. Et également, puis ça me semble tout à fait signifiant et intéressant à souligner et à relever, ils vont présenter une exposition sur l'esclavage.
Et on comprend que bien évidemment, ils mettent de l'avant le fait qu'ils n'ont jamais eu recours à cette pratique et on comprend également à qui est visé par cette exposition et donc on s'attaque directement aux Américains. Puis c'est un symbole fort parce qu'au Sénégal, c'est la porte de sortie des peuples qui ont été réduits en esclavage vers l'Amérique. Donc, tout à fait, avec Gorée, l'île de Gorée, le fort de Gorée d'où partaient les esclaves. Et d'ailleurs, les Soviétiques comme les Américains, ils vont également tourner leur documentaire pendant le festival qui s'appelle Rythme d'Afrique et qui lui aussi va servir la propagande et un discours très pro-africain de la part des Russes qui se présentent en champions de la défense des Noirs. Et, voilà. Et donc c'est très intéressant de voir ce phénomène avec ces deux films de propagande tournés tous les deux dans le cadre du festival et qui vont se répondre l'un l'autre. Avec les exemples là, que je viens de vous présenter, on comprend bien l'importance des enjeux politiques qui sont liés à un tel événement culturel. Et puis c'est des enjeux auxquels on n'aurait pas forcément pensé au premier abord. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec l'apparition de ces nouveaux États africains, donc nouvellement indépendants, on a deux grandes superpuissances que sont les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique de l'autre, qui s'affrontent dans le cadre de la guerre froide et qui tentent chacune de faire la promotion de leur modèle et de faire basculer des pays dans leur camp et d'établir de nouvelles alliances. Pour conclure enfin la chronique, je vous propose qu'on voit rapidement ensemble les polémiques et les débats qui ont été suscités par l'organisation et la tenue du festival. Alors, on comprend qu'il est difficile de faire consensus dans l'organisation d'un tel événement, qui plus est si on tient compte de sa dimension et de sa vocation panafricaniste et internationale. Et on a de nombreux intellectuels africains donc, qui vont émettre des critiques à l'encontre de Senghor notamment et de son régime que certains vont juger néocolonial, puis on l'a vu tout à l'heure avec la présence de Malraux qui a pu faire débat. On va également reprocher à Senghor sa non-prise de position sur Kwame Nkrumah. Alors Kwame Nkrumah, juste rapidement, c'est le père de l'indépendance et le premier président du Ghana, mais c'est surtout l'un des grands artisans de la pensée panafricaniste avec Patrice Lumumba. Et donc au début de l'année 66, Nkrumah est renversé par un coup d'État et Senghor ne va pas s'exprimer sur le sujet. On va également avoir une critique sur la nature élitiste du festival qui va être adressée à son endroit et aux autorités sénégalaises avec une question qui est de savoir un festival, oui, mais pour qui ? Et on va également avoir le problème qui se pose de la présentation de l'image d'une Afrique unie et rayonnante alors même qu'on a les colonies portugaises du Mozambique, l'Angola et la Guinée-Bissau qui luttent toujours pour leur indépendance. Et donc, c'est quelque chose qui va également poser problème. Enfin, dernière question qui va être longuement débattue, ça va être celle de la place et de la représentation du Maghreb et de l'Afrique du Nord. Oui, parce que le panafricanisme, il y a quand même toute cette zone, est-ce qu'il est inclus ou non? En fait, c'est ça, c'est comment concilier cette idée panafricaniste avec celle d'un festival des arts noirs. Donc, le Maghreb a été écarté de Dakar 66. Et c'est en fait ces différents problèmes posés par l'organisation de Dakar en 66 qui va amener justement à ce qui va être l'objet de ma prochaine chronique, à savoir l'organisation et la tenue du premier festival panafricain d'Alger en 1969. Pour conclure, donc malgré certaines critiques qui peuvent apparaître légitimes à l'encontre du festival de Dakar, ça n'en reste pas moins donc l'un des événements majeurs de la vie culturelle africaine de cette décennie 1960. On voit qu'il ouvre la voie à un phénomène qui va se poursuivre après lui. Donc, je vous l'ai dit, avec Alger 69, Zaïre 74 et Lagos 77. Et puis, il constitue également une réussite en tant qu'il représente l'aboutissement d'un cheminement débuté, on l'a vu, en 1947 avec la revue Présence africaine et qui permet à l'Afrique de se réapproprier donc son art, sa culture et par extension, ce qui fait chez nous l'objet de toutes nos attentions, son histoire. Merci beaucoup, Clément, pour m'avoir fait découvrir une facette du Sénégal, un pays que je porte dans mon cœur, mais que je ne connaissais pas. D'ailleurs, je souligne peut-être la présence de Sénégalais et de Sénégalaises à l'écoute. Alors, je leur dis Nakan Gadef. Et sur ce, on va partir en pause musicale au son de quoi exactement, Elliot? Alors, on va écouter The Healing Song de Dominique Fils-Aimé.
everything will be okay. Everything will be fine. 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 Everything will be fine. Everything will be fine. Everything will be fine. Rebienvenue à tous, vous écoutez Histoire de passer le temps, une émission consacrée, vous l'aurez bien compris, à l'histoire qui vous parvient en direct des studios de choc.ca. Et pour ce segment, je vais passer la parole à David Bouchard en direct de Zoom. Bonjour David. Bonjour, je suis heureux d'être avec vous. Ben oui, moi aussi. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler du Congo-Océan. Oui, et j'ai compris que tu avais un petit extrait à nous mettre d'abord avant ta chronique. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, exactement. Donc, il y a un extrait vidéo qui a été produit en 1934 à la fin des travaux de construction de cette voie ferrée. D'accord, on écoute ça. D'œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. La jonction Brazzaville-Pointe-Noire du Congo-Océan est réalisée après 13 années de travaux. Commencé en 1921, il a fallu, pour exécuter les 610 km de la ligne, vaincre les difficultés d'une région malsaine et accidentée, lancer 92 ponts et faire 10 millions de mètres cubes de terrassement. Alors, peux-tu d'abord nous replacer un peu le contexte historique, nous expliquer qu'est-ce que c'est de ce fameux Congo-Océan? Pour faire simple, le Congo-Océan, c'est une voie ferrée qui a été construite au Congo français entre 1921 et 1934, en plein âge d'or de la colonisation française en Afrique. Mais si on veut comprendre les origines de cette entreprise coloniale-là, il est surtout important de remonter un petit peu plus loin, donc au premier temps de la conquête européenne de l'Afrique. Donc, selon mes recherches et l'historiographie, l'histoire du Congo-Océan pourrait débuter dans les années 1880, quand De Brazza, un explorateur français relativement célèbre, a signé avec le roi des Kékés un traité qui venait confirmer une cession des territoires à la droite du fleuve Congo. Okay. Donc, la prise de ces territoires-là marque d'une certaine manière le début d'un processus de domination, de violence et d'exploitation qui s'échelonne sur plus ou moins un siècle. Donc, on voit ici des compagnies concessionnaires, une administration coloniale qui cherchait à accroître son capital financier et à enrichir les différents investisseurs européens qui voyaient d'un bon œil la construction d'un chemin de fer qui relierait le fleuve Congo à l'océan Atlantique. Donc, ce chemin de fer-là, dans leur mentalité, devait leur permettre de spolier les ressources naturelles, mais aussi atteindre des objectifs de mise en valeur. Donc, bien avant le début des travaux, en 1921, on parlait déjà d'un chemin de fer et c'est une idée qui était déjà très en vogue. Oui, puis c'est drôle parce que le monsieur de Brazza serait celui qui a donné son nom à la capitale du Congo, Brazzaville. Exactement. Et, ce qui peut être surprenant, c'est qu'il était bien populaire aussi après la décolonisation, au point qu'il y a une sépulture qui a été conservée pour De Brazza dans la ville de Brazzaville. Ah, mon Dieu. J'en apprends tous les jours, mais avant d'aller plus loin, j'ai remarqué que tu nous avais parlé de deux éléments qui me sont pas vraiment familiers. Ce que tu appelles la mise en valeur et aussi les compagnies concessionnaires. Qu'est-ce que c'est ça? Je commencerai avec les compagnies concessionnaires. Donc, c'est des entreprises européennes qui sont censées mettre en valeur le territoire colonial.
Donc, en échange de ces bons services de leur part, le gouvernement français leur octroie des territoires sur lesquels ils sont libres d'user de la force de travail des populations qui y vivent et aussi d'extraire les ressources naturelles qu'on y retrouve. La mise en valeur, dans le fond, c'est ce penchant plus d'une vision positive qui vient légitimer la mission civilisatrice européenne où l'idéologie coloniale implique la spoliation des ressources naturelles, un développement économique des colonies et qui justifie d'une certaine manière la collecte des travailleurs jusqu'à l'extrême limite de leur force. Donc, c'est une idéologie européenne qui encourage justement cette domination coloniale-là. Oui, c'est très joyeux, quelle belle œuvre. Et on se doute bien qu'il y a un lien entre cette façon de faire et la construction du Congo-Océan, n'est-ce pas? Oui, tu as bien vu avec ce que je disais présentement. Donc, dans le fond, c'est que la France, elle cherche à faire le plus possible en investissant le moins possible dans ses colonies, et ça dans l'objectif justement d'atteindre cette mise en valeur, donc une exploitation des ressources naturelles. À ses yeux, les compagnies concessionnaires apparaissent comme des candidats idéaux pour procéder à ces projets de développement économique. Donc, elles signent avec elles des contrats, des accords, et les compagnies concessionnaires, pour leur part, vont s'assurer de développer la colonie. Le gouvernement français, de son côté, se dit, et voilà, j'ai rempli mes parties du contrat, j'envoie des travailleurs, je les nourris, et comme par magie, une voie ferrée fait son apparition, et ça va nous permettre enfin d'exploiter les ressources présentes sur le territoire. Et là, j'ai comme des doutes que ça s'est pas nécessairement passé comme prévu. Comme de fait, donc c'est une page sombre de la colonisation comme il y en a tant. Donc, au contraire de ces attentes des administrateurs coloniaux, on avait une grande confiance envers les compagnies concessionnaires et on se disait tout va bien aller, mais au final, il y a eu des débordements plus qu'on les a laissés un petit peu, on leur a laissé carte blanche, je peux dire. Donc, l'administration coloniale, complice de l'exploitation violente qui court dans la colonie, laisse tout ceci aller, même jusqu'aux 20 ans après les signatures de traités avec le roi des Téqués, la situation devient un petit peu hors de contrôle et on envoie une mission pour enquêter sur ces violences parce qu'il y a des histoires d'horreur qui commençaient à se rendre en métropole. Wow, OK. Donc, pour que le colonisateur soit attendri, ça devait vraiment être quelque chose. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les compagnies concessionnaires, ben, c'est elles qui disons, s'imposent et font la loi et font régner justement ce régime un peu de terreur qui amène toutes ces horreurs. Entre autres, mais il faut jamais perdre de vue le rôle de l'administration coloniale. Donc même si cette administration essayait de déléguer le plus possible à ces compagnies concessionnaires-là, elle avait tout de même une part de responsabilité envers celle-ci, à savoir de fournir une main-d'œuvre. Et en cherchant à fournir la main-d'œuvre, elle n'a jamais réussi à s'adapter ou à assurer la sécurité des travailleurs qu'elle devait fournir aux entreprises. Donc, on peut voir 3 éléments centraux de cette négligence administrative-là de la France. Donc, on parle qu'on n'a jamais assuré de routes efficaces. Donc, généralement, des travailleurs peuvent se retrouver à voyager sur des centaines de kilomètres sans avoir des structures sécuritaires. Des fois, c'était sur des bateaux avec des toits ronds. Donc, les gens tombaient à l'eau. Il y avait le soleil qui leur tapait sur la tête toute la journée. Donc, aucune conscience pour la sécurité des Africains. Mais on voit aussi que les mesures sanitaires étaient à peine mises en place. Donc, on ne pouvait pas prévenir ou soigner efficacement les maladies. Donc, les gens tombaient malades. Ils ne pouvaient pas guérir. Ça entraînait généralement un taux de mortalité très élevé. Le dernier aspect, c'était cette négligence à l'égard des contremaîtres, des compagnies concessionnaires qui voyaient la main-d'œuvre comme une ressource sans limite, sans fin, et bon marché, donc qui se permettait d'user de coups, d'une violence inhumaine, et le gouvernement français, pour sa part, restait relativement passif vis-à-vis de tout ça. Pour les personnes qui seraient intéressées d'en entendre plus, Albert Londres, un journaliste français, qui fait un excellent livre sur la question des entreprises concessionnaires sur le Congo-Océan, donc si jamais... Oui, quelle bonne idée, merci de la suggestion. Et de toutes ces négligences-là dont tu parles, quelles ont été les conséquences finalement pour les gens qui travaillaient et pour
le Congo? Je commencerai avec un côté plus quantitatif. Donc, on parle d'environ 20 000 morts pour la construction d'une voie ferrée. Donc, c'est des gens qui sont décédés soit pendant les déplacements vers les chantiers ou pendant leur séjour sur ces chantiers-là, donc en raison parfois d'accidents de travail, de maladies ou liés à leurs conditions d'habitation, mais aussi de la violence des contremaîtres. Donc, un petit peu ce que j'évoquais précédemment. Donc, quand je parle de conditions d'habitation, c'est des cases, des maisons à peine isolées dans laquelle l'eau rentrait. On n'avait pratiquement pas accès à un feu pour pouvoir faire sécher ses vêtements, pouvoir se réchauffer. Donc, pendant les fortes saisons de pluie, par exemple, les gens attrapaient des pneumonies et ça tombait comme des mouches. Voir que certaines personnes tentaient de fuir et finalement réussissaient jamais à retourner à leur propre domicile. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ces conséquences-là, c'est celui de l'aspect de plus science sociale, donc historique, donc de souligner les pratiques souterraines de résistance qui apparaissent et qui se développent chez les travailleurs recrutés par l'administration française. Et c'est quoi ça, une pratique souterraine de résistance? C'est un concept qui est emprunté à un politologue anarchiste qui se nomme James C. Scott, qui lui parle de everyday resistance, qui serait l'âme des faibles ou l'âme des paysans. Donc, j'ai remodelé un petit peu ce contexte-là. On parle d'âme des faibles, mais il faut se méfier. On parle pas ici de réduire l'impact de telle résistance ou de tourner ces actions-là à la dérision. OK. Au contraire, il est important de donner une place centrale à ces autres formes de résistance et de rediriger la focale depuis les grandes mobilisations. On peut penser aux mouvements syndicaux qui deviennent très importants pendant la décolonisation, mais aussi aux révoltes violentes. On pourrait penser, par exemple, à la révolte Magie-Magie qui a lieu au début du siècle. Donc, qu'est-ce que c'est que ces résistances-là? Donc, c'est un réflexe qui se développe chez les groupes subordonnés qui sont souvent dans des situations où l'activité politique ou l'organisation de résistance ouverte est dangereuse, voire suicidaire. Donc, souvent, des personnes qui ne souhaitent pas tout risquer et tout perdre tentent, plutôt que de renverser complètement les structures de domination, d'adopter des attitudes pour se soustraire de cette domination-là. Donc, c'est là qu'on voit les pratiques souterraines apparaître. Donc, plutôt que de chercher à renverser le paradigme social, les personnes en situation de domination tentent de modifier le système afin qu'il leur apporte un minimum de désavantages. Donc, c'est une idée ici qui est développée par Eric Hobsbawm dans une étude sur la paysannerie britannique. OK. Donc, grosso modo, c'est des pratiques qui sont une tentative de soustraire partiellement de la domination, d'affirmer son existence en marge de cette violence étatique-là. Donc, plutôt que de se rébeller sur la place publique, les gens vont migrer vers d'autres colonies qu'ils jugent plus avantageuses. OK. Par exemple, les colonies britanniques qui promouvaient davantage un indirect rule, mais aussi plutôt que de travailler sans relâche et de répéter des tâches simples qui nuisent à une progression efficace des travaux. Traîner des pieds, plutôt que d'aller directement au travail, ça serait de feindre une maladie et aller voir le médecin pour se faire soigner. Bref, la résistance souterraine, c'est l'âme des paysans. C'est ça, c'est des petits gestes, mais qui peuvent avoir une grande portée finalement. Et là, ce que je comprends un peu de tout ce que tu me dis, c'est que les personnes qui étaient forcées de travailler sur la construction de ce chemin de fer, c'était des conditions assez terribles. Est-ce qu'on peut parler d'esclavage? Parce que est-ce qu'ils étaient rémunérés? Je sais pas comment ça fonctionnait. C'est une excellente question. Je pense que c'est important de l'aborder. Donc, je commencerai par citer Elika Mbokolo, un historien congolais, qui pour lui, c'est simple, le travail forcé, c'est de l'esclavage. Il n'y a pas de différence. Ben oui, j'imagine que même s'il y a de la rémunération, c'est quand même des conditions de travail qui n'ont aucun sens. Là. Oui, c'est surtout que c'est une structure étatique qui assure la mise en travail forcé des habitants des colonies. Donc, mais par contre, ce qui est important, puis même M. Mbokolo le souligne, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue la nuance qui nous permet de remettre ces deux concepts-là dans leur contexte respectif. Donc, le travail forcé, c'est le propre de la domination coloniale de la fin du 19e à la moitié du 20e siècle. Donc, c'est dans l'objectif de répondre aux demandes d'un empire colonisateur
qui met en place une matrice punitive qui passe dans le cas de l'Empire français par l'indigénat et où toutes les infractions mènent à un travail forcé. Ils mettent aussi en place un impôt spécial qui se nomme la prestation ou l'impôt de la sueur, qui est un impôt payé par le travail. Et qui l'organisateur, justement, il subjugue ainsi un grand nombre de travailleurs parce qu'ils viennent travailler pour les chantiers publics. C'est parlant, impôt de la sueur, là. Wow, c'est une belle image. Ouais, je suis pas trop certain d'où ça vient, mais c'est une expression que j'aime beaucoup, c'est très représentatif. Puis sinon aussi, c'est que d'un point de vue juridique, les statuts sont différents. Bien que très similaire, l'esclave est une possession de son maître, alors que le travailleur forcé demeure d'une certaine manière libre en droit. Mais ceci étant dit, les deux phénomènes sont extrêmement semblables sur bien des points. Donc, les travailleurs forcés sont encadrés par des forces de l'ordre, commandés par des Européens. Leur rémunération est presque nulle et leurs conditions de vie sont prises en charge par des Européens, mais sont faites de manière extrêmement sommaire. Bref, conceptuellement parlant, le travail forcé n'est pas un esclavagisme au même titre que la traite transatlantique a pu l'être, mais il est important de distinguer les deux phénomènes ayant des contextes et des époques différentes, ayant eu cours à des époques différentes. Encore une fois, même s'ils sont différents en termes de concept, il s'agit de deux situations de domination foncièrement racistes qu'il importe de dénoncer et sur lesquelles il faut se pencher en tant qu'historien, d'après moi. Très bien dit, et exactement, c'est notre devoir d'historien de faire la lumière sur des choses dont on parle trop peu souvent, notamment du colonialisme. Donc, merci beaucoup, David. J'espère que ton intervention donnera envie à nos auditeurs, auditrices de se renseigner à ce sujet. J'espère peut-être te réentendre d'ailleurs dans les prochaines semaines. On verra. Et là, nous autres, on va se quitter, malheureusement, pour une petite pause de musique, histoire de s'aérer un peu le cerveau après toutes ces horreurs, pour ensuite revenir, bien sûr, dans le fabuleux monde de l'histoire. Donc, qui comptons-nous, Elliot? On va écouter Mets les voiles du groupe The Pirouette. Tu m'en veux, tu dis que je t'ai déçu, mais tout dépend du point de vue. Au début, tu étais la bienvenue, ouais. Mais là c'est fini, j'en suis un peu revenu. Mais les voiles, laissez-moi évoluer de mon côté. J'ai la taille, j'ai le karma, j'ai envie de leur montrer. En cavale, sans escale, jusqu'à la ligne d'arrivée. Je suis spécial, j'ai une étoile, c'est toi qui me l'as donnée. Menteur, lover, forceur, acteur. Mais j'ai du mal à t'oublier, C'est dur, j'ai pas fissure dans le cœur. Mais j'arriverai à t'oublier, Tu m'as pas déçu, tu t'es grillé pour la vie. Tout est foutu, je suis pas là pour être ton ami. On s'entend plus, viens, on finit la trilogie. Je suis pas têtu, j'ai juste plus d'énergie. Mais les voiles, laisse-moi évoluer de mon côté. J'ai la taille, j'ai le karma, j'ai envie de leur montrer. En cavale, sans escale, jusqu'à la ligne d'arrivée. Je suis spécial, j'ai une étoile, c'est toi qui me l'as donnée. Menteur, lover, forceur, acteur. Mais j'ai du mal à t'oublier, C'est dur, j'ai pas fissure dans le cœur. Mais j'arriverai à t'oublier, on met à bord d'un voilier. Mais si tu t'en vas pour de vrai, tu m'appelles, ok? C'est mort, j'ai besoin de calme et de volupté. D'accord, tu me parles mal et tu disparais. Encore des remords et des mots à regretter. Moi je t'aime, très fort, j'ai ton nom sur le corps, tatoué aux abords de mon cœur déchiré. Je voulais, j'espérais que l'on réglerait les choses, que l'on trouverait la cause de nos torts. Et tu me traites de menteur, lover, forceur, acteur. Mais j'ai du mal à t'oublier, C'est dur, j'ai pas fissure dans le cœur. Mais j'arriverai à t'oublier, De retour à Histoire de passer le temps, votre émission préférée sur choc.ca où nous accueillons notre collaborateur Alexandre
Bonjour Alexandre. Salut Magali. Et là, aujourd'hui, tu nous intrigues particulièrement parce que tu sors de ton champ spatio-temporel habituel qui est l'Antiquité, la meilleure période. Oui, c'est un commentaire éditorial de ma part. Mais je voudrais savoir pourquoi. Oui, c'est parce que dans le cadre de mon emploi, j'ai été amené à toucher un peu au monde du cyclisme en ce moment. Fait que je me dis pourquoi pas faire une petite chronique d'histoire sur le monde du cyclisme à Montréal. Pourquoi pas? Qui est la capitale nord-américaine du cyclisme. Yeah! Pour commencer, tu sais, au début avec l'éclosion de la pandémie là, cette année, l'année dernière, en mars 2020. Ah, déjà. Au Québec, il y a eu un grand élan de solidarité de la population québécoise. T'sais, on a eu l'émergence du mouvement Je bénévole, pour cibler tous les besoins en bénévolat. Puis, il y a la communauté des cyclistes aussi qui s'est impliquée dans ce mouvement, notamment à Montréal. En fait, il y a eu une grosse mobilisation citoyenne spontanée de cyclistes dans plusieurs arrondissements de Montréal. Puis, ça a donné naissance à l'initiative des cyclistes solidaires. Puis, en fait, c'est les cuisines collectives, au moment de la pandémie, ils ont été obligés de fermer leurs portes en raison de l'état d'urgence. Puis, il fallait répondre à un enjeu majeur à ce moment-là, c'était de garantir la sécurité alimentaire des bénéficiaires de ces organismes et des plus démunis. Puis là, dans le fond, les organismes se sont mobilisés chacun dans leur propre quartier pour faire des livraisons à vélo de denrées alimentaires pour ces organismes-là et gratuitement, bénévolement. C'est une super offre. Félicitations. Ils ont réussi à mobiliser des centaines de cyclistes. Encore aujourd'hui, même si on est en hiver, il y a encore des livraisons qui se font. Puis, enfin, l'initiative des cyclistes solidaires a permis de toucher et d'attirer des citoyens et des citoyennes des quartiers montréalais, puis de renforcer en même temps le tissu social de leur propre quartier, puis de s'impliquer aussi dans une organisation à vocation environnementale. Puis parce qu'on sait, la pandémie aussi, ça a eu des gros impacts sur les livraisons. Il y a eu beaucoup plus de véhicules automobiles, des camions sur les routes, donc plus de gaz à effet de serre. Et les cyclistes solidaires proposaient en fait un mode alternatif qui consommait moins qui était plus écologique. Oui. Puis, en fait, le mouvement des cyclistes solidaires, c'est pas le premier à voir le jour à Montréal. En 1975, on a une autre petite bande de citoyens qui s'est rassemblée pour fonder le premier groupe militant cycliste et écologique au Canada. C'est le Monde à bicyclette, en fait, qui est déterminant dans l'histoire du cyclisme à Montréal, puis qui est très peu connu aujourd'hui. Non, c'est vrai, en fait. Moi, je ne le connaissais pas. À l'instar, en fait, comme les cyclistes solidaires, je vais l'appeler le MAB, pour raccourcir un peu, parce que je vais le dire souvent. C'est bon. Mais en fait, eux, ils faisaient la promotion des bénéfices sociaux et environnementaux du vélo. Fait qu'aujourd'hui, je propose un peu d'explorer avec vous l'historique de ce mouvement-là, qui a eu des influences partout dans le monde, jusqu'à aujourd'hui dans le développement urbain de Montréal. Wow! Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur le contexte d'émergence du monde à bicyclette ou du MAB pour les intimes? Ouais. En fait, c'est au début des années 70, le nombre de cyclistes est en train d'augmenter très rapidement au Canada et aux États-Unis. On dépasse même le nombre de voitures vendues. Wow! Puis, contrairement au 19e siècle puis au début du 20e siècle, les vélos sont maintenant beaucoup plus légers, ils ont plusieurs vitesses et sont bon marché. Fait que ça rend plus attirant. Puis, en même temps, on a la génération des baby boomers qui arrivent à l'âge adulte. Fait que ça devient une immense clientèle pour ces nouveaux vélos-là. Puis aussi un intérêt grandissant à l'époque pour la forme physique et la santé. Puis, à partir du 73 aussi, on a une augmentation du prix de l'essence. Donc, ce qui explique peut-être justement la vente de vélos. C'est ça. Avec la crise, en fait, il y a une crise du pétrole en 73, puis on a peur en fait d'une augmentation. Donc, on s'achète des vélos. Puis que là, le vélo devient l'alternative. Puis au moment aussi, on commence à avoir une première prise de conscience des problèmes environnementaux amenés par l'émission de pétrole. Et le vélo est le porte-étendard de ce mouvement-là. Mais malgré toute cette démocratisation du vélo-là, l'infrastructure pour faire du vélo à Montréal est pas là du tout. Il n'y a pas une seule piste cyclable sur l'île de Montréal dans les années 70. Ça devait tellement être dangereux. Oh mon Dieu! Puis, dans le fond, ça, les automobilistes devaient partager la route. En fait, les cyclistes devaient partager la route avec les automobilistes. Mais ça provoquait beaucoup d'accidents puis de confrontations. En 74, il y avait 5 fois plus de décès de cyclistes par rapport à aujourd'hui. On comprend pourquoi. Puis, en plus, pour aider, les vélos, ils étaient interdits dans les autobus, le métro, puis sur pas mal tous les ponts.
Bon. Il y avait donc une déconnexion complète entre les besoins des cyclistes et la vision à la mairie de Montréal. Tu sais, le maire Jean Drapeau puis son parti voulait favoriser les projets de modernisation de grande envergure pour Montréal, avec des autoroutes, des stades, des centres commerciaux, des tours d'habitation, mais rien pour le vélo. Autrement dit, j'imagine que ce manque d'infrastructure, ça a pu mener à la fondation d'un groupe comme le MAB. Ouais, effectivement, ça a commencé, en fait, c'est en 1975. Il y a eu une petite annonce, en fait, dans le Montreal Star, qui, en fond, convoquait une organisation d'événements cyclistes enjoués et pour faire pression sur les autorités municipales. Puis les militants étaient, en fait, de ce groupe-là, étaient basés dans les quartiers Milton Park, le Maryland et l'ouest du plateau Mont-Royal. Puis dans ces quartiers-là, en fait, il y avait un bon mélange de francophones, d'anglophones, d'immigrants, d'étudiants universitaires, d'artistes. Puis on trouvait aussi des communes, une coopérative alimentaire, des librairies, des studios d'art. Donc, toute cette présence de population jeune dans le quartier, puis le contexte en plus des années 70, de contre-culture, ça créait les conditions parfaites pour l'émergence d'un militantisme politique et communautaire. Au départ, tous les membres du groupe sont anglophones. Les réunions vont se faire dans un appartement. En fait, OK. Ça va être dans l'appartement de Robert Silverman, qui est comme la figure de proue, le porte-parole du groupe. Puis Silverman, c'était un grand activiste, en fait, militant contre la guerre du Vietnam et contre la guerre en Palestine. Donc, ils ont plusieurs fronts de combat, nos cyclistes. Oui, ils ont plusieurs causes dans leur... Puis, en fait, lors de leur rencontre, les membres du MAB font des plans, en fait, pour publier un manifeste cycliste, puis pour lancer l'organisation à la grandeur de la ville d'une série de manifestations publiques qu'on va appeler la Semaine à bicyclette. Puis, lors de la première Semaine de la bicyclette qui s'est passée du 26 au 31 mai 1975, il y a eu plusieurs événements qu'on a organisés, dont, ça c'est assez drôle, le don en cadeau d'un vélo au conseil municipal de Montréal. Donc, on Puis, bel essai. Puis on a organisé une course anticycliste et automobiliste. Oh boy! Puis avec les usagers des transports en commun aussi. Puis il y a eu des défilés. Puis en fait, ces événements-là ont été vraiment un succès, puis ça a suscité l'attention de la presse, du public. Il y a eu une augmentation fulgurante des membres après ça de l'organisation. Puis en 1967, il était rendu 400. Puis avec l'adhésion de plus en plus de monde, ça reflète un peu plus la ville qui était quand même très francophone à l'époque. Donc le mouvement devient un peu plus francophone. Et là, malgré toutes outre toutes ces manifestations-là qui l'auront gagné des partisans, c'est quoi leur revendication principale? Il y avait 2 thèmes majeurs dans les idées du groupe. D'abord, il y a le caractère écologique et socialement destructeur de la voiture. Puis ensuite, le potentiel révolutionnaire du vélo. Le MAB, en fait, considère l'automobile comme une forme destructrice et l'incarnation des principaux problèmes de la société capitaliste occidentale. Puis en fond, toutes les publications du MAB sont remplies d'accusations envers les dommages générés par l'automobile. La voiture avait aussi un autre problème majeur, c'est que ça avait une grosse implication culturelle dans la société. Oui, clairement. Puis la culture d'automobile était tellement dominante que la population avait hérité d'envisager une alternative à l'automobile. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, je pense. Exactement. C'est dur un petit peu des fois. Ben oui, on est bien dans l'auto. Oui, mais on est très agressif en auto aussi. C'est ça. Puis en fait, posséder puis conduire une automobile, on pense à l'époque que ça, chez le MAB, que ça aliène en fait les gens puis que ça les rend extrêmement individualistes. Puis en fait, les piétons, ça devient des obstacles littéralement. Puis aussi, la voiture, ça crée une espèce d'écart entre les sexes à l'époque parce que c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais à l'époque, les salaires des femmes étaient encore moins élevés. Puis un automobile, ça coûte cher. Donc, souvent, c'était l'homme qui avait le contrôle de l'automobile. Donc, ça permet... les femmes étaient dépendantes plus de l'homme avec l'automobile. Donc, Silverman, lui, il pensait que le vélo avait le potentiel révolutionnaire de créer une société plus équitable. Selon le MAB, en fait, le vélo est bon marché, accessible, écologique, puis socialement plus harmonieux comparé à l'automobile. C'est aussi le symbole, en fait, d'une manière différente de vivre. Puis en choisissant le vélo, justement, on se libère de cet individualisme-là, pardon. Puis en fait,
tu sais, par rapport à l'autobus ou au métro, il y a une plus grande liberté aussi de l'individu. On peut se promener où on veut dans la ville et au rythme qu'on veut. Ouais, il y a un aspect de santé aussi. Hein? Oui. Puis en plus, en fait, l'objectif de Silverman, c'était d'amener assez de gens, de cyclistes, à se mobiliser pour créer une révolution, en fait. Puis qu'on a appelé une vélorussion. Oh wow, j'adore une vélorussion. Qui en fait changerait les relations sociales, la politique, les rapports des humains avec leur environnement. L'espace urbain serait accessible par tous. Puis il y a certains membres en fait du groupe il y a eu des cyclo-féministes dans le groupe, dont Claire Morissette, qui est super importante. Là, puis en fait, elle voyait vraiment les bénéfices particuliers pour les femmes. Le vélo, ça permettait de se libérer de cette dépendance-là face aux hommes pour leur transport. Puis en fait, sa vision là, écologiste et féministe a eu un gros impact sur le MAB. On la salue. À partir de 1975, en fait, le MAB commence à demander des infrastructures à la ville de Montréal, comme l'établissement d'un système de circulation à vélo avec des pistes cyclables séparées physiquement là, de ceux des autos. Et est-ce que ça va être entendu ou... En fait, c'est malgré là, toutes les pressions là, sur le gouvernement municipal, il n'y a rien qui se concrétise. Il fallait donc qu'on trouve une nouvelle façon de livrer notre message, et on a appelé ça les cyclodrames. Okay. Puis les cyclodrames, en fait, c'est très peu coûteux. Puis c'est du théâtre de rue, en fait. C'est ça. Je suis comme, c'est quoi ça, un cyclodrame? On aide à transmettre, en fait, son message ça aide à transmettre le message à un plus large public. Puis ça devient un peu leur marque de commerce. C'est pour ça qu'on les reconnaît surtout. Puis la première, en fait, ça se passe en 1978. Les membres, en fait, peinturent les rues Saint-Urbain et Marianne sur 2 km. On fait ça pendant la nuit. On appelle les journalistes pour inaugurer illégalement la piste cyclable. OK, donc ils tracent des lignes comme pour avoir une piste cyclable sur la rue. Ah, c'est excellent. Puis il y a une partie qu'on va appeler le Poumon Rose. Et aujourd'hui, il y a une piste cyclable sur Saint-Urbain dont on a gardé le même secteur là, qui s'appelle Poumon Rose. Bon. Puis ensuite, on a un autre cyclodrame par rapport au métro de Montréal, en fait, pour montrer l'absurdité d'exclure les vélos. Et qu'on n'a pas d'autres... puis, en fond, on n'a pas d'autres objets de... En fait, il y a plein d'autres objets de taille similaire qu'on peut entrer dans le métro, mais pas les vélos. Donc là, les manifestants, ils rentraient dans le métro avec des planches à repasser, des skis. Puis à un moment donné, on a même eu un gros toutou d'hippopotame. Excellent. Puis il y a d'autres manifestants, en fait, qui ont mis l'évidence là, de l'absence de voies cyclables utilisables pour traverser les ponts du fleuve Saint-Laurent. En 1981, pour Pâques, les cyclistes habillés en costume biblique, ils ont mimé de séparer les eaux du fleuve pour le traverser. Wow, puis on a aussi une autre dernière catégorie là, de cyclodrames qu'on appelle les die-in. En fait, on fait ça sur les intersections achalandées à Montréal. En fait, lors de ces manifestations-là, il y a des dizaines, voire une vingtaine de cyclistes qui couchent dans la rue. Ils se mettent du ketchup puis des pansements. Puis là, ils interrompent là, à les heures de pointe là, quand il y a du trafic. Puis là, ils prennent en hold-up, si vous voulez, les automobilistes. Puis là, ils leur disent avec des micros vous êtes dans un hold-up, on veut pas d'argent, mais on veut de l'espace. C'est excellent parce que c'est une très bonne technique pour disons, faire passer notre message là, de manière un peu cocasse. Fait après, toutes les die-in puis les cyclodrames, ça permet de lancer vraiment une véritable discussion public sur la place du vélo en ville. Mais par contre, ça a vraiment pris des décennies là, avant qu'on obtienne là, ce qu'on voulait, malheureusement. Donc, c'est une lutte qui reste à finir en plus aujourd'hui. Hein. C'est toujours contesté quand il y a des nouvelles pistes cyclables. Puis, en terminant, en fait, on peut dire que le MAB était peut-être en avance sur son temps. Ils ont même proposé là, à la Ville de Montréal, à l'époque, il y a 35 ans, d'acheter des 10 000 vélos pour la ville, alors que là, on a vu le Bixi en 2010, quoi. Donc, ils étaient vraiment en avance sur leur temps. Puis, en fait, ils ont une influence là, partout dans le monde. Ils ont contribué finalement à faire de Montréal une capitale cycliste. Exactement. Puis, en fait, les revendications vélo-russionnaires du monde à la bicyclette, ça a représenté vraiment aussi une période de prise de conscience qui a amené des gros changements au niveau de l'environnement.
urbain de Montréal. Donc, c'est super important. Ben, merci beaucoup, Alexandre, de nous avoir fait découvrir ce mouvement méconnu, mais ma foi tellement important de l'histoire de Montréal. Et bref, on en salue les membres qui pourraient être à l'écoute. Et ben, c'est ça qui conclut malheureusement notre émission d'aujourd'hui. Donc, je tiens à remercier nos collaborateurs David, Clément, Alexandre, mais aussi l'infatigable Elliot à la régie, mais parfois aussi à l'animation. On te remercie vivement. Vous pouvez écouter Histoire de passer le temps tous les vendredis dès 16h sur les ondes de choc.ca, mais aussi sur notre page Facebook où vous pouvez nous voir live en direct avec notre petite caméra en studio. Vous pouvez également rattraper les épisodes sur toutes les plateformes de balado-diffusion, ainsi que sur notre chaîne YouTube et bien sûr le site de choc.ca. Pour rester au courant des chroniques à venir ou communiquer avec nous, si le cœur vous en dit, abonnez-vous à nos comptes Facebook, Instagram. On est partout. Suivez-nous. Alors, je vous remercie à votre tour, cher public, pour la fidélité et le soutien que tu nous montres semaine après semaine. C'était Magali Lagumalté au micro. Je vous dis à bientôt.